La grande pyramide de Gizeh. Certains scientifiques croient qu'elle était déjà très ancienne, avant même la naissance du premier pharaon. Que savons-nous sur ces immenses dalles de granit sises au cœur de la pyramide? Assument-elles toujours quelques obscures fonctions? Il semble que les pyramides de Gizeh aient été érigées par des extraterrestres pour servir de balises au corridor d'atterrissage menant au port spatial du désert du Sinaï. Selon certains, notre propre programme spatial aurait établi un lien entre la Grande Pyramide d'Égypte et des pyramides décelées sur d'autres planètes. Nous pourrions découvrir qu'en réalité, nous étions les Martiens. Des experts affirment que certains secrets entourant la Grande Pyramide pourraient être dévoilés, puisqu'à l'instar des Égyptiens, nos yeux sont désormais tournés vers le ciel. La conception classique suppose que les pyramides sont l'œuvre des Égyptiens de la 4e dynastie, aux alentours de l'an 4500 avant Jésus-Christ, et qu'elles servaient de tombeaux aux pharaons de l'époque. Peut-on soutenir cette vision à la lumière des connaissances actuelles? Pour des motifs physiques, mathématiques et scientifiques, plusieurs spécialistes croient que la grande pyramide de Khufu n'aurait jamais dû voir le jour. Pourtant, elle existe. Haute de 42 étages, elle couvre une superficie de 10 terrains de football. Une masse presque compacte de blocs soigneusement boités, pesant chacun de 2,5 tonnes à 10 tonnes. Il y a assez de blocs de pierre pour construire 35 Empire State Buildings, et il en resterait encore. Son alignement sur le vrai nord est quasi parfait, et la précision de sa construction n'a jamais été reproduite. Les Égyptiens, ayant vécu il y a plus de 4000 ans, ont-ils pu vraiment construire de tels ouvrages? Devrions-nous plutôt envisager, comme architecte des pyramides, une autre civilisation plus avancée? Hérodote, historien grec et fondateur de la conception classique, avait séjourné en Égypte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il affirme que des équipes de 100 000 hommes étaient remplacées tous les 3 mois et que la grande pyramide fut terminée en 20 ans. Est-ce plausible? Construire la Grande Pyramide en 20 ans, comme le prétendent certains archéologues, présuppose la mise en place de l'un de ces immenses blocs toutes les 3 minutes et demie, 24 heures sur 24. Cela demande une technologie que nous ne possédons même pas aujourd'hui. L'installation des pierres ne représente qu'une partie du problème. Comment sont-ils parvenus à transporter ces pièces de la carrière au chantier? Il y a une croyance populaire que Hollywood a contribué à promouvoir, selon laquelle des centaines de milliers d'esclaves aient été utilisés pour construire les pyramides. Rien n'est plus faux. Les Égyptiens de la 4e dynastie n'étaient ni redoutables militairement, ni très agressifs. Il n'y avait pas assez d'esclaves potentiels, même à 8000 km à la ronde, pour constituer la force de travail nécessaire. Sans main-d'œuvre abondante, comment a-t-on pu accomplir le travail? Même avec le concours d'un système conçu pour mettre les blocs en place, la tâche paraît quasi impossible. D'ailleurs, les égyptologues ne s'accordent toujours pas sur le mécanisme utilisé. Les hypothèses les plus communément admises sont celles du rouleau et celles de la rampe. Ces théories sont enseignées aujourd'hui dans les écoles. Pourtant, elles ne reposent sur rien de solide. L'approche rampiste de l'égyptologie mentionne la construction d'une rampe longue de 1600 mètres dont on accentuait la pente à mesure que s'élevait la pyramide. En réalité, la construction de la rampe aurait exigé plus d'efforts que la construction de la pyramide elle-même. Il aurait fallu se débarrasser des déchets pesant près de 3 milliards de kilos. Si l'on écarte l'hypothèse de la rampe, l'autre explication voudrait que les blocs aient été roulés sur des troncs d'arbres. Cette théorie peut-elle résister à un examen approfondi? Transporter un bloc de cette façon est possible, mais l'examen de considération évidente aurait dû rejeter cette idée depuis longtemps. À l'époque, les arbres dont l'Égypte disposait se limitaient aux dattiers. Il est donc peu probable qu'on les ait coupés. Importer des billes d'environ 25 millions d'arbres aurait nécessité plus de navires que l'Égypte n'en a eu dans toute son histoire. Et il est presque impossible de faire rouler une bille sur une route de pierre. Même si on le pouvait, le poids du bloc aurait déchiqueté la bille après une courte distance. Les explications classiques sur l'origine des pyramides sont acceptées depuis longtemps. Or, ne devrions-nous pas revoir en profondeur ces vieilles présomptions? Les contradictions relevées entre la théorie et les faits nous y invitent. Étonnamment, la géologie, les mathématiques et l'astronomie semblent avoir culminé avec la construction de la Grande Pyramide. Comment est-il possible qu'on ait eu recours à des techniques irréalisables de nos jours? Que savaient donc les bâtisseurs des pyramides que nous ignorons? Où l'ont-ils appris? Quels autres éléments de preuve y a-t-il pour étayer la thèse extraterrestre? De surprenantes réponses au retour.
Quelle que soit la méthode utilisée, tout semble indiquer que les ouvriers ont eu recours à de l'énergie très puissante. Puisque les anciens Égyptiens ne pouvaient compter que sur la force musculaire, une force beaucoup trop faible pour suffire à la tâche, quelle est donc la puissance qui a permis de mettre ces gigantesques blocs aussi soigneusement en place? Il faut une grande ouverture d'esprit pour évoquer la possibilité que d'autres civilisations, d'autres êtres, venant d'autres planètes, d'autres systèmes solaires ou galaxies, aient participé à la construction des pyramides. Selon des experts, la réponse se trouve dans les fondations de la Grande Pyramide. Vraisemblablement, les Égyptiens n'avaient pas les connaissances de la géologie moderne. Et sans elles, il est inconcevable qu'un tel monument ait résisté à l'effondrement causé par de mauvaises fondations. Normalement, il devrait y avoir un affaissement graduel. Les normes actuelles de la construction se contentent d'un affaissement de 15 cm par siècle pour un immeuble de bureau pesant plus de 6 milliards de kilos. En 5000 ans, la Grande Pyramide s'est affaissée d'à peine 1 cm. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie suppose que ses créateurs, quels qu'ils soient, avaient non seulement l'intention d'en assurer la postérité, ils avaient aussi les moyens de le réaliser. Selon certains ingénieurs, on parvenait à intégrer aux 4 côtés de cet immense édifice un alignement presque parfait. Dans la construction moderne, si les ouvriers atteignaient une précision de l'ordre de 15 cm dans l'alignement de 4 murs d'une longueur de 230 mètres, il s'agirait d'un exploit des plus extraordinaires. Par rapport à un alignement parfait, la Grande Pyramide ne dévie que d'environ 60 mm. C'est tout à fait impossible à reproduire dans la construction moderne. La Grande Pyramide révèle l'ampleur des connaissances acquises dans le domaine de l'astronomie. On arrivait à mesurer le jour, l'année et la succession des équinoxes. Et ils savaient que la Terre était sphérique et pouvaient calculer les latitudes et les longitudes très précisément. L'orientation géographique de la Grande Pyramide est sans doute son aspect le plus singulier. Ses côtés sont en quasi-conformité avec les axes nord-sud et est-ouest. La déviation est de l'ordre de 3 minutes d'arc par rapport au vrai nord. Comment une culture quasiment issue de l'âge de pierre a-t-elle pu déterminer le vrai nord? Alors que les Européens débattent de la forme sphérique ou plate de la Terre, les Égyptiens de l'époque étaient parvenus, des milliers d'années auparavant, à calculer les longitudes et les latitudes d'une Terre sphérique. Peut-il s'agir des Égyptiens de la 4e dynastie? 2 découvertes récentes sur la Grande Pyramide remettent en question la théorie des égyptologues voulant qu'elle soit un lieu de sépulture construit par un roi. Il s'agit de la datation au radiocarbone, plus exactement de la datation du mortier du haut de la pyramide comparée à celle du bas. On y apprend que le sommet est plus âgé de 1000 ans que la base. L'autre découverte concerne le sable radioactif trouvé en 1987, dans la série de chambres situées juste derrière la chambre royale, au centre de la pyramide. En établissant un lien entre ces découvertes, il se dégage une explication raisonnable pour les deux. L'étrange courbe du sommet vers la base ressemble à la courbe d'exposition normale qu'engendrerait une source de rayonnement située au centre de la pyramide. L'emplacement du sable radioactif correspond exactement à celui calculé pour déterminer la source probable du rayonnement. La Grande Pyramide ne serait-elle qu'une réalisation technologique ordinaire pour des êtres maîtrisant aussi bien l'énergie atomique que les voyages interstellaires? À force d'accumuler des éléments qui soutiennent une origine extraterrestre, nous nous butons à ce qui apparaît comme un avertissement de ne pas trop approfondir le sujet. Des chercheurs affirment avoir affronté, à l'intérieur de la pyramide, une force maléfique qu'ils ont nommée la malédiction des pharaons. Cette histoire de malédiction débute en 1922, au moment de la découverte par les Anglais Howard Carter et Lord Cardovan du tombeau du pharaon Toutankhamon. Carter et Cardovan ont découvert, parmi des objets fabuleux, une tablette sur laquelle était inscrit « La mort frappera quiconque menace la tranquillité du pharaon ». Peu impressionnés par cet avis, ils ont craint toutefois que la panique gagne le personnel et provoque sa démission. Ils ont jeté la tablette et effacé de leur carnet toutes les informations qui s'y rapportaient. Cette anecdote serait passée inaperçue sans la mort subite et mystérieuse d'environ 3 douzaines de savants et autres personnes ayant participé à cette excavation. Carter et Cardovan étaient sur le point d'atteindre la momie quand Lord Cardovan est tombé mortellement malade.
Le croyant victime d'une infection, les médecins ne comprenaient rien aux symptômes. Il est mort avant que son fils ne puisse se rendre à son chevet, et plus mystérieusement, au moment précis où le Caire tout entier subissait une importante panne de courant. L'architecte américain Arthur Mace, une autre victime, a dégagé la dernière pièce du mur bloquant l'accès au tombeau. Il est mort au même hôtel que Lord Cardovan et présentait les mêmes symptômes, fièvre et coma subi. Le lendemain du jour où Carter fit voir le tombeau à son ami George Gould, ce dernier souffrait, au réveil, d'une intense fièvre et en est mort le soir même. Le radiologue Archibald Douglas Reed, premier à avoir déroulé les bandes et radiographié la momie, est mort à bord du navire le ramenant chez lui, en Angleterre. Selon les historiens de la malédiction des pharaons, le docteur Izzedine Taha, éminent médecin et biologiste du Caire, avait revendiqué la découverte d'un champignon microscopique. Celui-ci aurait survécu en latence pendant des siècles et serait aujourd'hui contrôlable grâce aux antibiotiques. Ironiquement, le docteur Taha est mort au cours d'un accident idiot avant même d'avoir pu prouver sa théorie. Si les pyramides ont été construites par une race plus avancée, aurait-on introduit ce champignon mystérieux en guise de système d'alarme, une mesure visant à dissuader toute tentative de violation par l'homme? Quel macabre secret le cœur de la Grande Pyramide renferme-t-il? Nous savons que les bâtisseurs de la Grande Pyramide ont agi de façon à lui assurer une très grande longévité. Selon les archéologues, il y avait à l'origine un revêtement de protection en pierre qui en couvrait toute la surface et rendait les côtés parfaitement lisses. Ce revêtement extérieur a été arraché, puis utilisé comme matériau lors de la construction du Caire. Les pyramides elles-mêmes sont demeurées intactes. Nous avons constaté le caractère unique de la pyramide à l'échelle planétaire. Elle résiste à l'affaissement normal d'un monument de cette ampleur. La malédiction semble frapper quiconque cherche à pousser l'exploration trop loin. Ceux qui ont construit la pyramide voulaient manifestement qu'elle se préserve dans son intégrité. Pourquoi? À quoi servait-elle? Sa préservation était-elle importante parce que ses bâtisseurs avaient l'intention d'en refaire usage un jour? Au début des années 50, on commençait la traduction de la vaste bibliothèque des tables cunéiformes découvertes plusieurs années auparavant dans les ruines de la bibliothèque de Ninive. Il s'agit des plus vieilles écritures connues, parmi lesquelles on retrouve un passage qui semble décrire les pyramides d'Égypte. Les textes sumériens remontent à plus de 10 000 ans et précèdent de 6 000 ans l'époque à laquelle les Égyptiens sont censés avoir construit les pyramides. Si leur traduction est fidèle, les pyramides existaient déjà avant la naissance du premier pharaon. Si tout cela est vrai, ces tables pourraient détenir la clé du mystère de la véritable vocation des pyramides. Le spécialiste Zecharia Sitchin étudie ces écritures sumériennes depuis des années. Selon les témoignages fournis par les textes sumériens, il semble que les pyramides de Gizeh aient été érigées par des extraterrestres pour servir de balises au corridor d'atterrissage menant au port spatial du désert du Sinaï. Voilà une théorie intrigante et peu commune. Comment les pyramides peuvent-elles être utiles pour des visiteurs d'un autre monde? Quoiqu'immenses, elles ne sont pas visibles depuis l'espace. Certaines personnes affirment qu'il y a un vortex énergétique qui émerge du sommet de la pyramide. Plus on s'éloigne au-dessus de la pyramide, plus il gagne en expansion. Pour que cette théorie soit crédible, il faudrait que les pyramides émettent un rayonnement énergétique, ce qui est inconcevable pour un simple mat de pierre. Les pyramides sont-elles différentes à cet égard? La pyramide comporte une structure cristalline, ce qui la rend très réceptive aux ondes énergétiques de type radio et même aux micro-ondes cosmiques. Dans la Grande Pyramide, les 5 dalles de granit qui surplombent la chambre du roi et que les Égyptiens appelaient la pierre d'esprit pourraient avoir agi comme récepteurs géants, syntonisés sur une région de l'univers qui nous est encore inconnue. Il y a un vortex énergétique qui émerge du sommet de la Grande Pyramide et qui s'élargit au fur et à mesure qu'il s'élève en altitude. La démonstration de ce phénomène a été effectuée une première fois par Sir W. Siemens, un inventeur anglais. En buvant au goulot de la bouteille de vin qu'il avait apportée, il a ressenti un léger choc électrique sur les lèvres.
Il avait emballé la bouteille dans du papier mouillé, créant ainsi un accumulateur rudimentaire, comme le feraient des étudiants en sciences, pour l'expérience de la bouteille de Leyden. Sans qu'on sache pourquoi ni comment, la Grande Pyramide serait un accumulateur énergétique. Ibram Nuawi est la seule autorité reconnue qui défend toujours la thèse du sable radioactif. Il a animé un forum lors d'une conférence sur l'archéologie au Tennessee en 1987. Un de ses amis archéologues et amis personnels l'y aurait entendu affirmer qu'on avait découvert du sable hautement radioactif dans la Grande Pyramide. Cela ne concorde pas avec l'image d'une technologie rudimentaire et soulève encore plus de questions. Les pyramides seraient-elles ce que semblent affirmer les anciens textes sumériens? Une sorte de phare cosmique pour voyageurs de l'espace? Aussi incroyable que cela puisse paraître, il semble que cette explication soit la seule qui tienne compte des particularités de leur forme, de leur emplacement et de leur conception. Par ailleurs, avons-nous d'autres éléments qui indiqueraient que les auteurs des pyramides sont d'origine extraterrestre? Ces mêmes textes sumériens définissent la Terre comme la 7e planète, comme si on la comptait depuis l'extérieur du système solaire. Les planètes Neptune et Pluton n'ayant été découvertes que récemment, comment les Sumériens, ayant vécu il y a 10 000 ans, savaient-ils que la Terre occupe effectivement le 7e rang? Selon M. Sitchin, seul un voyageur de l'espace se rendant sur Terre et ayant croisé les 6 autres planètes aurait pu considérer la Terre comme la 7e. Notre programme spatial aurait établi la plus étonnante liaison qui soit des pyramides sur Mars, qui concorde en tout point avec les pyramides d'Égypte. Nous sommes sur le point d'entreprendre nos premiers voyages interplanétaires, mais les maigres résultats récoltés jusqu'à présent ont-ils contribué à élucider le mystère des pyramides ou à soulever de plus nombreuses questions? Les relations mathématiques fondamentales, inhérentes aux structures de Sidonia, sont étrangement identiques à ce que l'on retrouve sur le complexe de Gizeh, y compris la position du Sphinx. La latitude centrale de Gizeh, au nord de l'équateur, est directement reliée à celle de Sidonia sur Mars. Nous ne pouvons identifier les bâtisseurs, mais il y a un indice. Ce visage humanoïde, long de 1600 mètres et haut de 460. Mon équipe et moi-même pensons que ce visage est le nôtre, ou celui que nous avions autrefois. Dans un sens, nous pourrions découvrir qu'en fait, nous étions des Martiens. Les pyramides présumées de Mars sont-elles le résultat d'une formation naturelle bizarre ou les vestiges d'une construction adroitement édifiée, abandonnée il y a des milliers d'années? Il est raisonnable de supposer que des voyageurs circulant aux confins du système solaire auraient installé ces balises sur d'autres planètes. Et tout semble indiquer que les Égyptiens eux-mêmes ignoraient l'origine des pyramides. La Grande Pyramide constitue la plus grande réalisation de l'histoire de l'humanité. Pourtant, il n'y a aucune gravure, dessin ou objet d'artisanat, pas un seul devis, ni bordereau d'inventaire pour raconter sa construction. Les Égyptiens nous ont légué 3000 ans d'histoire écrite et pictographique sur pratiquement tous les aspects de leur culture, la naissance, l'agriculture, la construction, le tissage, les sacrifices, la prière, la momification, mais rien sur les pyramides de Gizeh. Pourquoi? À la lumière des nouvelles découvertes, les experts semblent privilégier les mêmes conclusions. La preuve de la venue d'extraterrestres sur Terre aurait-elle été là, sous nos yeux, depuis des siècles?